Bourguiba, déjà gratifié de plusieurs biographies en arabe, en français et en anglais, titulaire d'une bibliothèque bourguibienne sous sa propre instigation, une sorte d'autobiographie officielle, dont l'architecte était Mohamed Sayer. Donc ce personnage, Bourguiba, continue d'être un objet d'histoire majeur, comme en témoigne votre livre. Vous dites que ce livre est d'abord destiné aux Français qui connaissent mal l'histoire de la Tunisie, encore moins l'histoire de son combattant suprême. Mais il y a aussi votre attachement à la Tunisie, que vous considérez comme votre patrie d'adoption. Effectivement, d'abord un petit merci à nous autres ce soir, en particulier à Roselle Lebris, attachée du livre ici à l'Institut, et à ses collaborateurs qui ont organisé cette rencontre et celles qui vont suivre. Alors oui, je suis tunisien d'adoption, marié à une Tunisienne. Je connais ce pays depuis 25 ans et je m'y suis toujours intéressé. Et en 2011, quand la liberté d'écrire, de parler a été garantie, je me suis dit qu'il était temps de satisfaire cette curiosité. D'abord pour moi-même, c'est une histoire que je connaissais mal. Et puis ensuite, comme vous l'avez dit, en grande partie aussi pour les Français qui connaissent très très mal l'histoire de la Tunisie. Les chercheurs français, les historiens français se sont surtout focalisés, comme vous le savez, sur l'histoire de la guerre d'Algérie. Et donc, c'est cette injustice, cette lacune que j'ai voulu combler, que j'ai voulu réparer. Encore une fois, les Français connaissent non seulement mal l'histoire du protectorat, qui a quand même duré 50 ans de la vie de Bourguiba, ils connaissent mal le combat de Bourguiba pour l'indépendance, ils connaissent encore moins bien les premières années de la présidence de Bourguiba, la présidence tunisienne. Voilà, et donc c'est le résultat de ce travail que j'ai voulu coucher sur le papier. C'est une biographie, et la biographie, pour moi qui suis historien, est un genre à part, donc le genre biographique. J'ai beaucoup aimé votre livre, la lecture de ce livre, qui m'a fait penser à une autre biographie, une biographie de Saint-Louis, un autre personnage qui a marqué la Tunisie, écrite par le grand médiéviste français Jacques Le Goff, dans la mesure où, à travers la vie et l'œuvre de Saint-Louis, Le Goff dresse un tableau passionnant du XIIIe siècle, dans une forme d'histoire globale. Dans le vôtre, l'histoire du XXe siècle est invoquée pour mieux cerner l'objet de votre recherche, Bourguiba, à travers les deux guerres mondiales, les mouvements vers les indépendances, la guerre froide, le mouvement des non-alignés, le panaramisme et bien entendu les relations franco-tunisiennes. Dans le Saint-Louis, le sentiment de vérité naît de la tension explicite entre l'historien et le héros, un mélange d'attirance et d'hostilité, d'admiration et de rejet. Le tout s'épanouissant en une contagieuse fascination. Qu'en est-il pour vous, Bertrand Legendre? Comment vous avez affronté le personnage dont l'image ou le mythe écrase l'homme historique? Bonne question. J'évacue le parallèle avec Le Goff. Je me sens tout petit par rapport à ce grand historien. L'idée de départ, comme je connaissais mal moi-même l'histoire de la Tunisie, l'idée de départ, c'était, en plus de la vie de Bourguiba, raconter étape par étape, c'est de faire aussi en arrière-plan une histoire du protectorat, une histoire du combat de Bourguiba pour l'indépendance, mais aussi de ce qui se passait face à ces revendications nationalistes, ici à ce qui se passait dans les coulisses en France ou au gouvernement français. Et donc, c'est ça que j'ai essayé de faire, n'ayant vécu de près ni de loin tous ces événements. Je crois que c'était une position tout à fait favorable. Il faut à la fois de l'empathie et de la distance face à un sujet comme celui-là. Je sais que Bourguiba, encore aujourd'hui, a fortiori il y a quelques décennies, suscitait des réactions très contradictoires, pas simplement enthousiastes, mais aussi quelquefois très critiques. Donc j'étais dispensé en quelque sorte de ce regard subjectif sur Bourguiba. Et donc j'ai essayé, ombre et lumière, de raconter le Bourguiba tel que je crois
voir de manière historique. Il y a d'abord, en fait, il y a trois Bourguiba. Hein. Il y a le Bourguiba qui est le père de l'indépendance. Ça a quand même duré 50 ans presque de sa vie. Il a vécu 50 ans sous le protectorat français. Il a combattu de manière très courageuse, et j'allais dire surtout intelligente, pendant ces 30 années de ces 50 années, en faveur de l'indépendance. Après ça, il y a une courte période où Bourguiba est Premier ministre, c'est le Bourguiba du Code du statut personnel. Et puis ensuite, il y a les 30 années de la République tunisienne, où Bourguiba a fait aussi beaucoup de choses. C'était un autocrate, un despote éclairé, et probablement, parce que malade, et puis le grand âge venant, de moins en moins éclairé. Voilà, ce sont les trois étapes de Bourguiba que j'ai essayé de retracer, encore une fois, de la manière la plus objective possible, avec le recul qui était le mien, étant français, et n'ayant pas été, encore une fois, mêlé aux événements, malgré mon grand âge, à certains de ces événements-là. Oui, dans le livre, dans la rédaction de ce livre, on voit non seulement le journaliste, l'écrivain, grand spécialiste de politique, mais aussi l'historien, puisque vous avez fait une espèce d'historiographie du sujet en revenant à toutes les biographies, à toutes les études qui ont été faites sur Bourguiba, mais surtout la grande nouveauté de ce livre, c'est ce recours massif aux archives pour éclairer plusieurs aspects de la vie de l'homme ainsi que de son œuvre. L'essentiel de ces archives est français, venant du Quai d'Orsay, mais il y a aussi des archives tunisiennes que vous avez pu consulter, surtout l'ouverture des archives tunisiennes de la présidence de la République tunisienne après 2011, avec ce chiffre assez révélateur sur Bourguiba. Vous dites sur les 15 000 boîtes d'archives de la présidence regroupant les aires Bourguiba et Ben Ali, seule une centaine de boîtes remontent à la présidence du premier. Oui, c'est ça. Alors, pour s'attaquer à une biographie comme ça, vous avez parlé tout à l'heure du siècle du Bourguiba. Il est né en 1903, très probablement, il est mort en 2000. Donc ça fait une très longue période à examiner de très près. Il y a eu 50 années de sa vie qui sont des années, comme je le disais tout à l'heure, de protectorat. Et là, les archives du Quai d'Orsay, conservées maintenant à la Courneuve, dans la grande banlieue parisienne, et aussi à Nantes, m'ont été très précieuses. Certaines n'avaient pas été exploitées. Il y a des archives ici aussi, au boulevard du 9 avril. J'ai beaucoup travaillé aussi à la Bibliothèque nationale tunisienne, dans différents endroits comme ça, dans les centres d'archives de Sciences Po à Paris. Bourguiba est étudiant à Sciences Po. Son dossier d'étudiant est assez amusant à consulter. Et puis, effectivement, après 2011, comme je l'ai dit, beaucoup de témoignages, beaucoup de témoins ont écrit des livres. Je fais une exception pour Béjicaï Dessepsi, qui avait publié son livre de témoignages de Bourguiba avant 2011, mais la plupart des autres, notamment certains très précieux, je pense au livre de Amor Chadli, qui avait été ministre directeur du cabinet présidentiel et qui, sur la santé de Bourguiba, a révélé beaucoup de choses. Je pense aussi au livre d'entretien de Mohamed Kérou avec Bourguiba Junior. Bourguiba Junior dit des choses très précises. Et puis il y a aussi les 23 volumes des discours de Bourguiba. Ils sont 32 volumes en langue arabe. Et puis bien sûr des études et des chercheurs tunisiens qui ont publié évidemment des travaux absolument décisifs. Je dois dire aussi que j'ai essayé de rencontrer, évidemment c'était un peu tard, mais de rencontrer le maximum de témoins de l'époque. Voici là Bourguiba, sa deuxième épouse avait disparu, d'autres témoins très directs avaient disparu, mais beaucoup ont accepté de me parler. Je pense à Ahmed Ben Salah, je pense à certains premiers ministres comme Rachid Sfar et d'autres, beaucoup de ministres. Et donc, l'ensemble de ces informations que j'ai recueillies de sources très diverses m'ont permis d'élaborer ce livre, avec quand même
un regret, c'est que beaucoup de ces archives n'ont pas malheureusement encore toutes été inventoriées. Comme vous le disiez, premièrement, Bourguiba gouvernait beaucoup à l'oral. Et donc, je me souviens du témoignage de Driss Guiga, à qui Bourguiba avait confié dans les années 60 le développement, le démarrage du tourisme en Tunisie. Au bout de 2 ou 3 mois, Driss Guiga arrive au palais de Carthage avec un gros rapport, et Bourguiba lui dit, écoute, 10 minutes pour me raconter ce qu'il y a dedans. Il écoute 10 minutes et il lui dit, tu as carte blanche. Et donc évidemment, c'est une façon de raconter comment Bourguiba a travaillé, mais c'est une façon aussi de se dire pourquoi beaucoup d'archives de cette période-là manquent et sont réduites à très peu de choses. Et puis il y a d'autres, c'est pas simplement en Tunisie que beaucoup de ces archives ont été insuffisamment exploitées et restent à exploiter malgré tout ce que j'ai essayé de faire. Vous vous souvenez sans doute qu'après le départ des Allemands en 1943, quand ils ont fui, ils ont emmené toutes les archives du protectorat à Berlin. Et puis quand les Soviétiques se sont emparés de Berlin, les Soviétiques se sont emparés du même coup, peut-être assez secondaire pour eux, des archives du protectorat et les ont emmenés à Moscou. Alors à Moscou, on les a regardées, on a vu que c'était peut-être pas très intéressant, on les a renvoyées en France. Et donc elles sont à Nantes, mais elles n'ont pas été inventoriées. Il y a des centaines de cartons qui mériteraient d'être vraiment compilés, inventoriés encore une fois, pour qu'on sache ce qu'il y a exactement à l'intérieur. Il faudrait y passer plusieurs années, j'ai passé plusieurs semaines, plusieurs mois même, mais quand on tire un carton, qu'on croit déceler, enfin, quand on pense dans un carton donné, sous une étiquette donnée, trouver des informations relatives à la façon dont il est désigné, dont l'étiquette le désigne, on trouve quelquefois des choses qui n'ont rien à voir. Quelquefois aussi, on trouve des très bonnes surprises. Tout ça pour dire que le travail d'archive que je me suis efforcé de faire, tout ce qui est accessible, reste encore en chantier pour les historiens du futur. Oui, tout à fait, vous dites bien, ce travail, ce livre vous a pris 4 ans et le produit initial, le manuscrit initial, il fait 7 fois plus, 7 fois la taille de ce livre publié. Et dans la question d'archives, en abordant des archives, vous estimez que les Français, vous considérez que les Français ont sous-estimé Bourguiba. C'est une question à laquelle vous consacrez de nombreuses pages dans votre livre relative à la question donc, des rapports franco-bourguibiens, depuis le combat pour l'indépendance aux rapports diplomatiques entre les deux États. Notamment par exemple avec l'affaire de Bizac, à laquelle vous consacrez un passionnant chapitre, ou encore l'affaire du mur de la Marsate. D'Edgar Faure à Mitterrand, en passant par De Gaulle et par d'autres grandes personnalités françaises, comment vous qualifiez les relations qu'entretenait Bourguiba avec la France et avec ses dirigeants? C'est des rapports ambigus, mais par rapport à d'autres leaders africains ou leaders maghrébins, je pense en particulier algériens, c'était des rapports de vraie compréhension de la culture française. Bourguiba était un oriental, un oriental, mais occidentalisé. Il était passé, j'allais dire, par les écoles de la République, par la faculté de droit de Paris, par Sciences Po, nous aurions pu être condisciples, et moi. Et il était imprégné de la philosophie des Lumières, et en même temps, c'était un musulman qui avait au collège Sadiki étudié de près le Coran, dont il pouvait faire des exégèses, qui lui a permis notamment d'instituer ce code du statut personnel sans trop heurter la sensibilité des Tunisiens. Il y avait cette complexité. Mais par exemple, au moment de l'autonomie de la Tunisie, on est en 1956, il s'est heurté et il était minoritaire, à une très forte tendance du néo-destour, représentée par Salah Ben Youssef, qui avait été modéré, beaucoup plus modéré que Bourguiba dans les années 40, qui s'était, j'allais dire, lui, orientalisé.
Il avait participé au titre du Néo-Destour à la conférence de Bandung, la naissance du tiers-monde, et il considérait qu'il n'y avait pas de place à la tête de la Tunisie et que ça devait être ou Bourguiba ou lui. Mais là, Bourguiba, qui a fini par l'emporter, quelquefois au terme de combats très sanglants, Bourguiba l'a emporté, c'est plutôt sa philosophie du pouvoir, et ce sont ses racines culturelles, encore une fois, même si c'était un musulman très, très convaincu, c'est cette philosophie-là qui domine la Tunisie depuis, malgré le tropisme, j'allais dire, pour simplifier, nassérien de Salah Ben Youssef, qui s'est passé à ce moment-là, entre le moment de l'autonomie en 1955 et l'indépendance de la Tunisie, puis l'institution de la République tunisienne, s'est passé un basculement qui compte encore aujourd'hui, qui imprègne encore aujourd'hui la société tunisienne. Cette philosophie, Bourguiba, cette orientale occidentalisée, cette philosophie marque peut-être son œuvre majeure. Le livre se termine sur la réponse sans hésitation de Béjépa Etsepsi, quand vous lui avez posé la question de savoir quel était le principal héritage de Bourguiba. Il dit « La femme, sans la femme, il n'y a pas de modernité en Tunisie ». Et c'est ce que Bourguiba a affirmé le 29 juin 1972 à Paris, quand il dit « Ce que j'ai fait pour la femme demeure la fierté de mon œuvre ». Alors en Tunisie, d'aucuns savent que le combat pour l'émancipation féminine a une histoire avant Bourguiba, notamment avec la publication dans les années 20 du livre de Tahar Haddad, Notre femme dans la charia et la société, dans la société. Donc un livre qui a suscité une grande vague d'indignation et de condamnation chez les élites conservatrices. Et dans ce débat, Bourguiba s'est distingué par son silence, par son absence de soutien à Haddad, ce qui ne l'empêchera pas en 1956 de reprendre l'idéal de Haddad, de l'incruster dans le texte fondateur du Code du statut personnel. Comment voyez-vous cette... Bourguiba voulait être le seul, par exemple, le seul émancipateur de la Tunisie, le seul père de l'indépendance, alors qu'à son grand drame à lui, ce n'est pas lui qui a signé les accords d'autonomie, ni l'accord d'indépendance, comme vous le savez. Et il a eu tendance, le pouvoir aidant, à effacer, notamment des manuels scolaires, tous ceux qui avaient intellectuellement participé à ce mouvement. Vous venez de citer Tahar Haddad, et aussi Abdelaziz Talbi, et aussi a beaucoup compté, puisque c'est lui qui a fondé le premier Destour. Et dans les manuels scolaires de l'époque bourguibienne, c'est très frappant d'observer que, par exemple, quand il s'agit de raconter l'histoire de la création du Néo-Destour en 1934 à Aksar El-Al, on parle dans ces manuels scolaires de Bourguiba et de ses compagnons qui ne sont pas nommés. Il y avait tout à l'heure à l'écran le docteur Matteri, qui a été effectivement une des chevilles ouvrières de l'émancipation des Tunisiens, j'allais dire presque, qui était le premier président du Néo-Destour. Le voilà ici, bien sûr, avec Bayram Dam derrière. Voilà. Donc, comment dirais-je, Bourguiba, encore une fois, entendait dominer de la tête et les épaules l'historiographie de cette époque-là. Alors, j'essaye quand même dans ce livre, mais je ne suis pas le seul, de payer tribut à ceux qui ont de près participé à ce combat et qui quelquefois l'ont payé de leur vie. Je pense à Farhat Hached ou à Eddie Shaker, par exemple. Justement, ma question, si vous le permettez, j'aimerais bien qu'on s'attarde un peu sur les compagnons de Bourguiba. Sans qui l'œuvre de Bourguiba n'aurait été pas possible. C'est une génération brillante qui a eu quasiment le même parcours que Bourguiba, Collège Sadiki, lycée Carnot, Université française. Mais Bourguiba, en quelque sorte, et cela
est visible dans votre livre, à minimiser leur œuvre, allant jusqu'à confisquer leurs archives personnelles, par exemple les archives de Montgisli ou du docteur Matry après leur mort. Cette génération des pères fondateurs de la République est effacée au profit du combattant suprême. Est-ce que ceci explique l'échec d'une vraie transition politique du temps de Bourguiba, rongé par la maladie depuis les années 70, et livré aux intrigues et manipulations de son cercle très rapproché? Quand on lit votre livre, on est frappé par la question du dauphin ou de l'héritier présomptif qui n'a jamais eu la chance, enfin, la bénédiction de Bourguiba jusqu'à ce qu'un dauphin complètement improbable le renverse en 87. Oui, c'est une question assez complexe. Bourguiba écrasait de la tête et des épaules tous les autres nationalistes tunisiens, et puis ses collaborateurs ministres, probablement. Elie Nouira était de l'étoffe d'un successeur. Mais en même temps, vous avez raison de le dire, Bourguiba n'a pas trouvé son Georges Pompidou comme De Gaulle. Avant de devenir président de la République en France, Georges Pompidou avait été 6 ans Premier ministre du général de Gaulle. Il avait sauvé le régime, même au moment du soulèvement de mai 68. Et même si les rapports de Gaulle-Pompidou se sont compliqués à l'extrême fin, il était l'héritier désigné et admis, et même plébiscité. Bourguiba n'a pas eu cette intelligence-là. Est-ce qu'il y avait en dehors de Elie Nouira des hommes de cette étoffe-là? Je ne suis pas capable de tout à fait de répondre. Mais il y avait aussi chez Bourguiba la volonté d'être le seul et d'être le seul jusqu'au bout. Donc la succession de premiers ministres que vous connaissez, Baïla Klam, qu'on a vu tout à l'heure à l'écran, et Nouira, dont je viens de parler, qui a quand même gouverné sous Bourguiba la Tunisie près de 10 ans, puis Mzali, puis Rachid Sfar, qui a très vite passé son tour, si j'ose dire, au profit de Zine El Abidine Ben Ali. Arrivé à la fin de ses jours, Bourguiba était devenu extrêmement capricieux, prisonnier de son entourage immédiat, et ses collaborateurs proches valsaient les uns après les autres. Évidemment, c'est la pire des configurations pour imaginer une transition admise par tous et paisible. Ce qui nous amène, ce sera ma dernière question, à l'héritage de Bourguiba. Et une question d'actualité, puisque aujourd'hui, la Tunisie, une partie de la Tunisie est réveillée sous le choc des résultats des élections législatives avec la victoire d'Ennahda. Alors certes, il faudrait nuancer cette victoire avec un score en nette régression par rapport depuis 2011, donc seulement 18% jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'heure où on parle, à peu près 46 sièges. Et il n'en demeure pas moins que le probable futur président de l'Assemblée nationale est l'ancienne bête noire de Bourguiba depuis les débuts des années 80, Rachid Ghannouchi, et que les partis se réclamant du bourguibisme ont essuyé hier une défaite sèche. Est-ce qu'un désaveu du bourguibisme en matière de modernité, de sécularisation, de rapports privilégiés avec l'Occident, notamment avec la France? Cela représente-t-il les conséquences d'une vie politique sclérosée depuis le début de son règne? Vous parlez tout à l'heure de Pompidou qui sauve De Gaulle en 68, il y avait aussi mars 68 en Tunisie. La compréhension de Bourguiba à partir des années 60 de tous ces mouvements de la jeunesse tunisienne, une jeunesse d'abord communiste, puis une jeunesse qui se réclame de plus en plus d'un islamisme politique. Hier soir, on a entendu le chef de file d'un mouvement nationaliste arabe, flirtant avec le salafisme djihadiste, déclarer « Notre génération ne comprend pas comment peut-on ériger une statue en l'honneur d'un homme qui a falsifié les élections et qui a tué de nombreux Tunisiens. » Bon, discours populiste, diriez-vous, mais assez révélateur du sentiment de méfiance, voire de rejet
qu'une bonne partie du peuple porte à l'égard de Bourguiba. Ce Bourguiba qui a déclaré le jour de la promulgation de la Constitution de 59, je cite et je termine, « Il est rare que les événements qui jalonnent la vie d'un homme s'intègrent dans l'histoire d'un peuple à un point tel que l'homme semble incarner tout son peuple. » C'est une question complexe, hein. Nous ne sommes pas un séminaire de sciences politiques, mais la question est intéressante. Nous en avons bavardé tous les deux à Paris et tout à l'heure. C'est une question qui me passionne. Je crois que l'héritage de Bourguiba, d'abord, c'est le code du statut personnel, hein, dont on parlait tout à l'heure. C'est une deuxième chose aussi, c'est penser d'abord au peuple tunisien, à son unité et à son avenir en commun. Je crois que c'est ça l'héritage de Bourguiba. Après ça, que cet héritage ait été perpétué par qui, c'est pas à moi de le dire. Je ne suis pas électeur tunisien. Il y a quand même quelque chose qui est assez frappant. Je vais encore faire un parallèle avec la France. Aujourd'hui, en France, tout le monde se réclame de Gaulle, du gaullisme, y compris un certain nombre de gens de ma génération, pas moi, mais qui se sont farouchement opposés au général de Gaulle parce qu'ils étaient à gauche, voire à l'extrême gauche. Aujourd'hui, de Gaulle est l'unanimité. Je crois que malgré ce que vous avez dit, il y a quand même un consensus, y compris de la part de ceux à l'extrême gauche, les perspectivistes, dont vous n'avez pas cité le nom, mais auxquels vous avez fait allusion tout à l'heure, un certain consensus pour considérer que Bourguiba a beaucoup fait pour la Tunisie. Mais à la différence de la France, le bourguibisme, contrairement à De Gaulle, ce n'est pas une nostalgie. De Gaulle, c'est un grand homme, mais aujourd'hui, il n'est pas d'utilité. Il n'est pas d'utilité pour la réflexion sur la politique française et sur le gouvernement. C'est une référence, mais une nostalgie. Alors que je pense, au contraire, Bourguiba a structuré en profondeur et continue à structurer en profondeur la société tunisienne, malgré les tout derniers événements et peut-être ceux à venir. Maître Legendre, merci et on passe la parole à notre public pour une question. Bonsoir, je vous remercie pour le débat et les idées que vous avez évoquées. Bon, deux petites questions. Lorsqu'un écrivain, ou disons, quelqu'un qui écrit un livre, donc ce livre-là, c'est des suites à des événements, à des constats, à des, comme vous venez de le dire, recueil de témoignages. Bon, toutefois, après les débats, est-ce que vous avez l'intention de, disons, avec les nouveaux témoignages, je fais allusion à l'établissement Timimi qui est en train de réécrire l'histoire. Est-ce que vous pensez, par exemple, éditer un autre livre? Je vous demande pardon, je n'ai pas compris une partie de votre toute dernière phrase. L'édition Timimi. Ah oui, bien sûr, je vois qui c'est, bien sûr. Et le nouvel, par exemple, d'autres témoignages beaucoup plus accablants pour l'histoire de la Tunisie, de Bourguiba, au niveau des codes statut personnel, au niveau de l'éducation, au niveau actuel. Est-ce que Bourguiba est consommable actuellement dans notre société où une certaine démocratie émergente, je dis bien. Dans ce cadre-là, est-ce que vous pensez réécrire ce livre-là pour apporter, disons, d'autres éclaircissements, d'autres points de vue? Parce que l'écrivain, lorsqu'il rédige un livre, c'est pour dire quelque chose. Et à votre avis, qu'est-ce que j'ai dit? Non, juste une... Non, mais dites-le pas, vous avez le droit, nous sommes... d'accord. Est-ce que, moi je suis écrivain. Parfois j'écris des choses. Mais après des témoignages, disons d'autres témoignages,
d'autres enquêtes, enfin d'autres choses que j'ai pas pu utiliser. Je rectifie, enfin en quelque sorte, je réécris le livre, en autre livre. Voilà, c'est dans ce sens-là. Je dis, moi, c'est cette leitmotiv de réécrire ce qu'on a écrit. Écoutez, oui, vous avez raison. Hein, c'est dans ce non, mais oui. rien que des échanges comme celui ce soir ou d'autres que j'ai pu avoir autour de ce livre m'amènent à repenser effectivement les choses. Dans ce sens. Non, mais bien sûr. Et puis j'ai essayé quand même, malgré tout, le livre emporte témoignage, y compris dans ses sources. J'ai essayé d'écouter un peu tout le monde. Vous parlez de la Fondation Témimi, où j'ai beaucoup aussi travaillé. Il y avait des travaux très utiles, même si lui-même, bon voilà, il l'avait dit tout à l'heure, et plutôt sur le recul par rapport à cet héritage-là, pardon. Je l'ai dit un peu, c'est un peu compliqué de faire un bouquin comme ça. D'abord, au départ, je ne connaissais rien de la vie de Bourguiba, ou à peu près rien. Et donc, en même temps, c'était un handicap, et ça m'a servi. C'est-à-dire, je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais savoir sur l'histoire du protectorat, sur l'histoire. Et encore une fois, comme l'a dit Sophie tout à l'heure, c'est un livre que j'ai d'abord destiné au public français, donc il a fallu faire un récit aussi clair que possible, aussi vivant que possible, avec une écriture qui est plutôt une écriture de journaliste, une écriture d'historien, de chercheur, et faire une synthèse, comme l'a dit Sophie tout à l'heure. J'ai accumulé l'équivalent de 7 volumes comme ça de notes. Et le bouquin, là, une synthèse de tout ça. Et il s'agissait, dans un premier temps, de s'adresser à un public comme celui que j'étais au départ. Et bon, voilà. Donc, après ça, qu'on puisse poursuivre des recherches sur tel ou tel point historique, contester éventuellement certaines interprétations, il faudrait le faire à base d'archives, hein, simplement pas d'émettre des opinions. Et donc, c'est très possible. Et c'est vrai que dans les années qui viendront, quand les archives tunisiennes sont davantage ouvertes, il y en a qui sont restées dans des ministères, il y en a qui n'ont pas été inventoriées, celles dont parlait Sophie tout à l'heure sont toujours en grande partie dans les caves du palais de Carthage. Je pense qu'à ce moment-là, effectivement, on pourra peut-être réviser certains points de vue. Je ne pense pas qu'on se fasse une idée, même quand ces archives auront été exploitées exclusivement, on pourra se faire une opinion très différente de Bourguiba, compte tenu que critiques contre Bourguiba sont quand même assez largement déployées aujourd'hui et depuis pas mal d'années. Merci. Bonsoir. Je voulais vous poser une question concernant la bataille de Bizerte. Vous l'évoquez, je crois, dans votre livre. Et, oui, j'ai fait un chapitre là-dessus. Oui. Vous parlez d'un faux pas, d'ailleurs. J'aimerais savoir si vous avez consulté les archives au fait de la rencontre de Rambouillet. Parce que selon moi, De Gaulle et Bourguiba ont dû parler de Bizerte dans leur rencontre de Rambouillet, et De Gaulle, De Gaulle dit que Bourguiba lui a menti, ou n'a pas respecté un engagement, ou le laisse entendre du moins. Est-ce que vous avez consulté ces archives concernant la rencontre de Rambouillet, et qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant leur discussion sur Bizerte, justement, pour nous éclairer là-dessus? La question est pertinente, mais est très pertinente, mais je vais vous expliquer pourquoi cette affaire de Bizerte a mal tourné, ou plutôt que la guerre de Bizerte a été déclenchée. C'est que quelques mois auparavant, pendant 5h30, Bourguiba et De Gaulle se sont vus dans le château de Rambouillet, mais en tête-à-tête. Aucun compte-rendu n'a été fait. Ensuite, il y a eu un dîner où participait Michel Debré, le Premier ministre de Gaulle, Bourguiba Junior, je crois qu'il y avait Massoudi, il y avait des collaborateurs de Gaulle, mais aucun compte-rendu de ces 5h30. Et il faut comprendre dans quel état d'esprit Bourguiba a déclenché la bataille de Bizerte. Non seulement il y avait eu cette première rencontre avec De Gaulle, en grand apparat, 5h30, qu'il attendait depuis longtemps, cette rencontre, mais il a été ensuite reçu avec tous les honneurs par John et Jackie Kennedy, avec une parade ensuite à New York, une allocution devant les chambres réunies du Congrès, suite à quoi il a été reçu à Buckingham au dîner privé
par la reine d'Angleterre, par Elisabeth. Et je pense que psychologiquement, il s'est dit, à juste titre, qu'il faisait partie des grands de ce monde, ayant quelques mois rencontré de façon intime et été honoré par ces grands chefs d'État. Et je pense que psychologiquement, outre l'exaspération qui était la sienne depuis très longtemps de cette base militaire française dans ce pays indépendant, et Dieu sait s'il l'avait voulu, et s'il le voulait toujours indépendant, ça a eu un facteur déclenchant. Alors, sur l'incompréhension qui s'est établie entre De Gaulle, entre les Français et Bourguiba sur cette affaire, les opinions divergent. Même De Gaulle n'est pas d'accord sur ce qu'il a dit à Bourguiba. Dans une conférence de presse qui a suivi de peu les événements, on est en septembre 61, De Gaulle dit qu'il avait promis que Bourguiba s'était engagé à ne pas déclencher les hostilités à Bizerte avant la fin de la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, c'était un an après, 62. Bourguiba n'étant pas du tout ça. Et puis dans une autre interprétation, je ne sais plus si ce sont ses mémoires ou la conférence de presse dont je viens de parler, De Gaulle dit « Mais je m'étais engagé à me retirer les Français de la base de Bizerte dans un délai d'1 an. » Sous-entendu, Bourguiba n'a pas su attendre. Il a été trop impatient avec, il y a quand même Villemort, hein, Villemort, dont très peu de soldats français sur les 1000 morts. Et donc, au moins, je ne sais pas si c'est la bonne version, Bourguiba, lui, a une version, je ne sais pas si c'est la vérité ou sa vérité, c'est qu'il a toujours dit, il aurait toujours dit à De Gaulle, pendant leur entretien, et ensuite qu'il n'était pas question pour lui d'admettre plus longtemps la présence des Français dans cette base, sur cette base de Bizerte. Bonsoir. Concernant, il y a un point. Personnellement, j'ai beaucoup de plaisir à lire votre livre. On va vous passer un micro, Yanila. Personnellement, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire votre livre sur Bourguiba. Je suis de la génération qui a donc vécu cette période. Et ce qui m'a touché d'autant plus que vous avez tracé un personnage, le portrait d'un personnage, non seulement par son côté quand même hors du commun, mais aussi vous avez mis l'accent sur certains points faibles aussi qu'il avait. Et c'est pour ça que je pense que votre livre apporte, enfin, pour un historien, pour des étudiants qui veulent connaître davantage l'histoire de la pays, justement comment dirais-je, c'est-à-dire un panorama beaucoup plus juste d'un personnage, qui est quand même un personnage hors du commun. Enfin, je le dis dans la proportion que les Corses. Mais quand même, vous avez mis l'accent sur des points aussi faibles, hein, qui petit à petit, au fur et à mesure, où d'abord il y avait la maladie d'abord, la cour qui l'entourait, les personnages eux-mêmes, il faut tenir compte aussi, on n'a pas cessé de dire par exemple que Bourguiba ne voulait pas quitter le pouvoir, mais Bourguiba n'était déjà plus tellement capable d'avoir encore cette notion. Il faut mettre l'accent davantage sur ceux qui l'entouraient et qui, à ce moment-là, luttaient pour le pouvoir, pour l'un ou pour l'autre. Or, on a préféré ceux qui ont écrit l'histoire, comme Sayer et d'autres, cacher cette partie-là et faire de Bourguiba, qui n'était déjà plus ce qu'il était auparavant, hein, il avait
ce n'était plus Bourguiba. Moi-même qui l'ai approché, et quand je l'ai vu les dernières années, bien avant, même peut-être 2 ans avant, j'ai été effrayée par son état et la peine que j'ai ressentie, parce que c'est un homme qui personnellement a été une grande chance pour la Tunisie. C'est un grand homme, bon, qui malheureusement aurait dû partir, mais qui veut partir du pouvoir? Merci beaucoup. Merci Djelila Afsia. Effectivement, Bourguiba et son épouse Wassila appréciaient beaucoup le travail que vous faisiez pour l'expansion de la culture tunisienne et française, notamment à la tête du club Taharada, ici à la place Pasteur, à la Médina et à Carthage aussi. Je regarde un peu la salle ici. Vous êtes un des témoins ici de cette histoire-là, très proche. Je crois effectivement que Bourguiba avait mis en place un mécanisme institutionnel infernal qui faisait qu'en cas de disparition, c'était le Premier ministre en place qui immédiatement lui succédait jusqu'à la fin de son mandat. Et donc, à partir de Mzali, disons, Louis Murat a quitté le pouvoir très diminué par une attaque cérébrale, mais de toute façon, au moment où cette attaque est survenue, Bourguiba a été décidé de l'écarter, en tout cas de le remplacer. Donc à partir du gouvernement Mzali a cru très longtemps, et il a été quelquefois un peu lâche à l'égard de certaines situations, parce qu'il ne fallait pas, vous l'avez dit, déplaire au combattant suprême, et il guettait la succession. Mais en même temps, il était l'homme à abattre de ses rivaux potentiels, l'homme à abattre aussi d'un certain nombre de personnes qui, dans l'entourage immédiat de Bourguiba, je pense à Skiri, je pense à Wassila, je pense à Saïda Sassi, la nièce de Bourguiba, qui avait remplacé dans le cercle étroit familial Wassila, qui avait été, je ne sais pas employer le mot, mais répudié, même si la répudiation n'était pas autorisée à l'époque. Rachid Sfar, que Bourguiba a nommé juste en remplaçant de Mzali, évidemment, il me l'a raconté, immédiatement, il a été l'homme à abattre. Et effectivement, Saïda Sassi, téléguidé par Zinedine Ben Ali, Rachid Sfar a été très vite remplacé et Ben Ali s'est trouvé en position d'être le Premier ministre qui succéderait au combattant suprême. Il a eu la très grande intelligence de faire un coup d'État froid, très bien exécuté, très froidement exécuté, et sans aucune opposition de personne, ou à peu près personne, même des gens du cercle très étroit, des proches de Bourguiba, de ceux qui, encore une fois, s'estiment ses héritiers spirituels et qui l'ont beaucoup aimé, comme vous, Wassila, et qui considéraient le 7 novembre 87 que son temps était largement passé et que le maintien de Bourguiba au pouvoir et de ceux qui tiraient les ficelles derrière était nuisible pour la Tunisie. Vous avez tout à fait raison d'appuyer là-dessus. Monsieur. Voilà, bonsoir. Concernant cette affaire qui soulève beaucoup de polémiques, à propos de le fait que Bourguiba ne voulait pas quitter le pouvoir et tout ça, et qu'il s'accrochait au pouvoir, il faut se placer dans le contexte de la Tunisie des années 80. Parce que c'est facile de dire oui, il s'est accroché, il ne veut pas quitter, il veut toujours être président, machin de présidence à vie et tout ça. Il faut se placer et voir le contexte. À côté de chez nous, les frontières sud de la Tunisie, on n'a pas la Suède ni le Danemark. On avait le colonel Kadhafi qui disait clairement que la Libye s'arrête du côté des îles de Kerkana. Il y a même, il y avait aussi d'autres
un petit pays comme ça, on va le coller à l'Algérie et ça sera bien comme ça. Bourguiba, qu'est-ce qu'il avait répondu à Boumedienne? Il lui dit, voilà, pour faire les choses bien, on va prendre Constantine, Annaba, Bonn, ex-Bonn, qui seront ces deux régions seront attribuées à la Tunisie. On fait l'équilibre parce que la Tunisie, comme vous dites, est un petit pays, et après on fera l'unification. Bon, Bourguiba procédait d'une manière assez avec les voisins comme Kadhafi, comme Boumedienne. Bon, les années 80, la Tunisie était en danger. Il y avait Kadhafi qui était armé par l'URSS. L'URSS, ce n'est pas la Russie de maintenant, hein. C'était 16 000 bombes nucléaires et tout un arsenal. À propos de cette affaire de Kadhafi et tout ça, un jour, Kadhafi délègue quelqu'un auprès de Bourguiba. C'était à propos du Tchad, pour lui dire que Monsieur le Président, vous devriez expliquer à Monsieur Mitterrand qu'il devrait retirer ses troupes du Tchad parce que nous, on se trouve là-bas. C'est du n'importe quoi. Bourguiba parlait à Mitterrand, qui est son ami, lui dire retirer les troupes françaises du Tchad pour que Monsieur Kadhafi s'installe à son aise. À ce moment-là, on a toujours dit Bourguiba, ces derniers jours, il n'a pas sa lucidité, tout ça. Qu'est-ce qu'il avait répondu à Kadhafi? Cet envoyé spécial qui s'appelle M. Chagam d'ailleurs. Monsieur, bon. Il lui dit, mais qu'est-ce que vous me racontez, monsieur? Kadhafi est au Tchad, mais qu'est-ce qu'il fait au Tchad? Il devrait rester chez lui, en Libye. Vous voyez, moi, je suis à Carthage, l'air frais, j'ai la mer en face de moi, la belle vue et tout ça, il devrait rester en Libye, lui. L'envoyé spécial de Kadhafi n'y comprenait absolument rien, il est rentré bredouille, comme on dit. Vous voyez Bourguiba intercéder auprès de Mitterrand pour dire c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire on avait en face, c'était des problèmes, et ça s'est passé en 85-86, quand on dit que Bourguiba, bon, on dit qu'il ne voulait pas quitter le pouvoir. Il y avait un tas de problèmes en Tunisie, lorsque vous êtes entouré par... Il a bien dit d'ailleurs, juste après l'attaque de Gafsa, de 80, on ne choisit pas ses voisins. Ça explique tout. Mais il y a un point qui est très important et très intéressant, qui a été évoqué d'ailleurs dans le livre de M. Eddy Mabrouk. Bourguiba voulait effectivement quitter le pouvoir, mais il fallait mettre en place des structures. Mais ce n'était pas immédiat. Il voulait assister, c'était très... en personne intelligente, il est impossible, il n'est pas. C'est-à-dire que il ne va pas s'éterniser pendant des centaines d'années. Alors, il fallait mettre en place des structures. Il voulait assister au décollage de la Tunisie. Il ne faut pas oublier que les années 80, la Tunisie était en très bonne santé économique. Le dinar était très fort. C'était presque un peu moins que le Deutschmark. Le Deutschmark, un peu plus fort que le franc français. Ça valait 2 $, le dinar valait 2 $ à ce moment-là. Et il voulait assister au décollage de la Tunisie. C'est aussi simple que ça. Écoutez, j'ai un utile complément, sinon un correctif à ce que nous avons dit tout à l'heure. C'est vrai que Bourguiba, la Tunisie, sur la scène internationale, et notamment vis-à-vis de ses homologues, de ses interlocuteurs français, la Tunisie était identifiée à Bourguiba, ça lui donnait, même très, très âgé, même très malade, ça lui donnait une autorité que vous venez tout à fait de rappeler. Par exemple, le dernier voyage de Bourguiba à Paris, il est accueilli à Orly par Jacques Chirac, qui est Premier ministre. Il est reçu
invitation par le président Mitterrand, et l'ancien président Giscard d'Estaing vient me voir à l'ambassade de la rue Jouy. C'est une démonstration, une illustration de ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, effectivement, Bourguiba représentait, au prix qui a été reçu quelques temps auparavant par Reagan, très brièvement. J'ai vu le compte rendu d'entretien, 28 minutes, lunch compris. En passant, il n'a pas eu tous les honneurs que Kennedy lui avait réservé l'année 61. En même temps, il est coupable, Bourguiba, me semble-t-il, de n'avoir su préparer sa succession, d'avoir mis en place un mécanisme que j'ai décrit tout à l'heure. Mais encore une fois, je fais un parallèle avec deux autres grands hommes. Le général de Gaulle aurait probablement pas dû se représenter en 1965. Ça lui aurait évité peut-être à la France les épreuves de 1968. Quant à Churchill, revenu au pouvoir dans les années 50, là il gouvernait à Downing Street, il ne gouvernait plus puisqu'il était vraiment très diminué. Voilà, et donc je crois que c'est un trait commun à beaucoup de grands hommes qui apparaissent à juste titre comme les sauveurs de leur pays et qui restent dans la mémoire collective comme des grandes références. C'est un trait commun, malheureusement, de ne pas avoir la lucidité de lâcher prise, de lâcher la rampe au bon moment. Bonsoir. Je voulais aussi revenir à un moment un peu charnière, qui était peut-être le moment justement où Bourguiba pouvait faire le choix d'assurer une vraie transition. C'est les élections législatives de 79, et sur lesquelles il n'y a pas eu finalement beaucoup de travaux historiques, on va dire, d'une certaine qualité. Qu'est-ce qui le pousse à ce moment-là à faire ces élections? C'est les premières élections pluralistes dans le pays, alors qu'il avait instauré le parti unique depuis 61. Et puis surtout, on a eu comme ça, comment dire, beaucoup d'intervenants qui sont intervenus dans les dernières années pour dire... Alors on rappelle, 79, c'est 4 partis, je pense, qui participent aux élections, le Parti communiste, le MDS et le PUP, Parti d'Union populaire. Bon, tous les observateurs... Le PUP, pardon. Ah, et PUP 2, oui. Le PUP 2. Oui, oui, c'est... Dites, on dit... Et MUP, oui. Bon, et... Non, c'est l'ancien parti, c'est une scission du parti de Ben Salah, oui, qui avait accepté d'entrer dans le jeu des élections. Voilà. Tout à fait. Et qui était de couleur grise. Voilà. Il y avait les verts, les gris, les bleus et les rouges. Les rouges, c'était le PSD. Alors évidemment, la grande blague, c'était les bulletins rentrés verts et sortaient rouges, mais on a des centaines de témoignages sur le bourrage des urnes et tout. Enfin, non, mais ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, un personnage qui est revenu à la mode en 2011, c'est Talal Rouja, et qui après, évidemment, nous a sorti pas mal de fois des cris de vierges effarouchées. Moi, participé à oui, je vous interromps une seconde. Oui, j'ai un peu tiqué au moment où vous avez cité la date de 79. Je pense que vous faites référence 80, aux élections 80. Je vais me vérifier. Oui, tout à fait autant pour moi. 1980. Mais le processus que vous décrivez, législatif. Bourguiba avait accepté le principe seulement des élections pluralistes. Je vous laisse continuer. La question qui se pose, c'est qui a été derrière ce qui aurait pu être un vrai tournant et peut-être une préparation de la suite, c'est-à-dire d'avoir un Parlement pour une fois d'hiver, d'avoir un Mestier qui à l'époque était quand même un homme apprécié, qui aurait pu être une alternative à Bourguiba, qui a stoppé ce qui aurait pu être la première expérience réellement démocratique et pluraliste en Tunisie, et qui a été, au final, je pense qu'il y a unanimité là-dessus, une véritable occasion ratée, et le tournant qui aurait pu changer un tout petit peu la donne dans ces années terribles pour Bourguiba. On rappelle après 78 les événements du 26 janvier, le soulèvement syndical, les centaines de morts. Auparavant, oui. Le coup d'État, enfin le putsch de Gafsa. Est-ce qu'aujourd'hui on est un peu plus, j'ai envie de dire,
d'éléments, voilà, de témoignages de ceux qui enfin peuvent nous dire Oui, on a mal pensé Bourguiba. J'ai essayé d'éclaircir cette affaire et c'est dans le livre. On dispose sur ces élections pour lesquelles Bourguiba avait autorisé le Parti communiste, qui était interdit depuis des années à concourir, la dissidence du parti de Ben Salah, le parti de Mestiri, et puis évidemment le PSD, enfin l'ancien Déo Desnours. On dispose de deux témoignages. D'une part, de deux témoignages de personnages qui se renvoient la balle. D'une part, Zali, le Premier ministre en place, et son ministre de l'Intérieur, Driss Guiga. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques semaines auparavant, malgré que Bourguiba a admis le principe de ces élections pluralistes, un jour il reçoit, comme il le faisait très régulièrement au palais de Carthage, les gouverneurs, et au moment du café, leur dit, écoutez, je ne vous ai pas nommé pour être passif, menez les élections comme vous les entendez. Il faut savoir que dire ça à des gouverneurs très proches qui l'ont inféodé au système bourguibien, c'était leur dire faites comme d'habitude. Voilà, et donc après ça, sentant que le processus, notamment ce processus-là, notamment très bien vu à l'étranger, notamment en France, allait produire probablement, allait créer une opposition au parti de Bourguiba, au PSD. Mzali et Bourguiba se sont dit il faut essayer de faire en sorte que ce processus d'élection libre aille jusqu'au bout. Mais pour des raisons de rivalité entre eux, ni Guiga ni Mzali n'ont voulu aller expliquer à Bourguiba qu'il fallait que le processus qu'il avait mis en marche aille jusqu'à son terme. Ça a d'ailleurs été assez loin, puisque, en deux mots, le président Caïd Essebsi, pour lequel nous pouvons tous avoir une grande sympathie ici, c'est quand même livré à Tunis contre la liste de Mestiri, comment dirais-je, un tripatouillage électoral dont on ne connaît pas exactement les tenants et aboutissants, mais qui fait qu'il a été élu, alors que très probablement Ahmed Mestiri aurait été élu à Tunis. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Et derrière tout ça, il y avait quelque chose qui est plus fondamental encore, c'est l'incapacité de Bourguiba à tolérer la moindre opposition qui lui venait du tout début de sa présidence. Il considérait, mais aussi les élites tunisiennes autour de lui à cette époque, qu'un parti unique, c'était le meilleur moyen de faire décoller le pays, de ne pas le diviser. Et donc, par conséquent, le mauvais pli s'est pris à ce moment-là et s'est perpétué psychologiquement dans sa tête. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pendant toutes les années Bourguiba, au début c'était admissible, après ça l'était moins, puis pendant la période des 23 années où le président Ben Ali a dirigé la Tunisie n'a pas réussi n'a pas été une démocratie pleine et entière comme nous l'entendons en Occident. Et donc, depuis 2011, la démocratie est un apprentissage, et c'est un apprentissage lent, comme on peut le constater en Tunisie aujourd'hui. Et ça a été la même chose en France, hein, entre le moment de la Révolution française, où on en appelle à la démocratie, et l'année 1875, où la Troisième République instaure réellement la démocratie en France, il s'est passé un très très long processus. J'espère que ça sera moins long pour la Tunisie. Oui, j'avais une deuxième question à vous poser, mais celle-ci concerne Ben Youssef. Vous avez parlé tout à l'heure, en une réponse à une question du modérateur, vous avez parlé de Ben Youssef qui était un peu conciliant au début. Je crois que c'est le terme que vous avez utilisé. J'aimerais savoir, au fait que vous nous éclairez un peu, vous nous faites un parallèle,
Qu'est-ce qui a fait que Ben Youssef, à partir de la conférence de Bandung, apparemment d'après un témoignage de Ben Salah dit que à partir de la conférence ou le sommet de Bandung, la position de Ben Youssef a changé. Il est devenu évidemment celui qui a refusé les accords de l'indépendance interne. Qu'est-ce qui a fait changer de pied, je dirais, Ben Youssef selon vous, et pourquoi la France a opté de choisir comme interlocuteur principal Bourguiba plutôt que Ben Youssef, qui était donc, selon vos propres dires, beaucoup plus conciliant, du moins pendant une longue période du combat pour l'indépendance. Écoutez, Bourguiba, au moment où ils se sont affrontés, hein, après le retour de Ben Youssef en 1955, Bourguiba essaye de s'entendre avec Ben Youssef qui arrive par avion et il reçoit un accueil triomphal des témoins de l'époque, notamment Béchir Benyamed, qui me l'a dit, le directeur de Jeune Afrique aujourd'hui, expliquait qu'à l'époque, le néo-destour était du côté de Ben Youssef. Bourguiba résumait leur opposition, outre que c'était une opposition personnelle dont j'ai parlé tout à l'heure, en disant « Nous sommes irréconciliables, l'un regarde à l'ouest, sous-entendu moi, Bourguiba, l'autre à l'est, sous-entendu, c'est-à-dire vers l'Orient, vers le tiers-monde, vers le lacérisme, c'est-à-dire Ben Youssef. » Et donc, je crois que politiquement et psychologiquement, Ben Youssef a évolué. C'est-à-dire, à l'époque où Bourguiba est parti au Caire s'exiler pour mener de l'extérieur le combat pour l'indépendance de la Tunisie, Ben Youssef, qui était resté sur place avec le titre de secrétaire général, était beaucoup plus conciliant vis-à-vis des autorités françaises, beaucoup plus proche du Destour, beaucoup plus proche de la Grande Mosquée, considérait qu'on pouvait s'entendre avec eux sur des mots d'ordre, certes extrémistes, mais qui ne prêtaient pas à conséquence, et ce que lui reprochait Bourguiba, parce que vous ne voyez pas l'action suivre ces belles paroles en faveur de l'indépendance. Et donc, à cette époque-là, entre Bourguiba qui trépignait tout seul au Caire et Ben Youssef qui temporisait ici à Tunis, il y avait une vraie divergence. Et ça a switché, encore une fois, au moment de l'indépendance. Ben Youssef a été très très loin. Quand il revient en 1955, il fait un discours très ironique à l'encontre de Bourguiba, à Montfleury où il habitait, avec des haut-parleurs, et il dit « J'espère que Bourguiba mettra autant d'énergie à obtenir l'indépendance de la Tunisie qu'il en a déployé pour obtenir l'autonomie. » Sous-entendu, l'autonomie, c'est pire que les accords du protectorat. C'est évidemment une erreur historique. Tout s'en est suivi, une guerre très sanglante. Mohamed Saya dit que ça fait probablement 900 morts, c'est-à-dire plus de morts, c'est une guerre civile, plus de morts que les affrontements qui ont opposé les Français aux Tunisiens nationalistes pendant toute la période qui a conduit à l'indépendance. Excusez-moi, mais ma question portait davantage sur les rapports entre Ben Youssef et la France, plutôt que les rapports entre Bourguiba et Ben Youssef. Oui, pardon, j'ai escamoté une partie de ma réponse à votre question. Très clairement, je l'ai dit tout à l'heure, Bourguiba résumait les choses. Moi, je regarde vers l'Occident, l'autre regarde vers l'Orient, on a tout compris. Et donc, c'est la raison pour laquelle le président général de l'époque était discrètement bourguibiste contre Ben Youssef, qui, encore une fois, au tout début, en 1955, avait une très forte majorité au sein du néo-destour. Ça a même été très très loin, je crois qu'ils ne sont pas très... Je l'ai appris en consultant les archives. Il y a des archives du résident général qui fait état d'une visite de Bourguiba Junior
et qui lui laisse entendre à ce résident général français que Néo Destour canal, si j'ose dire, Bourguiba, est prêt à se débarrasser physiquement de Ben Youssef. Et le résident français, le haut fonctionnaire français, panique en se disant qu'est-ce qui va se passer. Il est soutenu quand même par l'opinion, il a une très forte notoriété à l'étranger, surtout ne faites pas ça. Et donc l'assassinat de Ben Youssef est retardé, si j'ose dire, à cette époque-là, sous pression des autorités françaises. Et aura lieu, une fois que Bourguiba aura les mains libres en 61, il aura lieu, comme vous savez, à Francfort. Est-ce que les séances d'audition publiques justement qui ont concerné Ben Youssef sur la période 2016-2017 par l'instance de l'IVD, l'instance de justice transitionnelle, vous a été utile? Vous avez pu écouter des témoignages sur cette période-là, sur des personnages comme Schreib aussi, qui étaient des opposants à Bourguiba, quelque chose qui a titillé l'historien que vous êtes? Écoutez, c'est le juriste qui a réagi d'abord, parce que je ne comprenais pas, je ne comprenais pas pourquoi un crime prescrit en droit pouvait donner lieu des années après. Puis en fait, c'est issu directement de la législation sur la justice transitionnelle qui est prévue par la Constitution. Donc, j'ai un peu révisé mes cours de droit, en tout cas l'application que j'en faisais au droit pénal tunisien. Je n'ai pas suivi, ça a duré très peu de temps, mais alors après ça, on met en cause tel ou tel individu, soit les acteurs, soit les commanditaires. Le commanditaire, c'est évidemment Bourguiba. Là, c'est évidemment prescrit. Non, vous n'êtes pas d'accord? Vous avez le droit. Non, ou non. Non, je dis commanditaire ou non, parce qu'il y a aussi une tendance qui lave Bourguiba d'être le commanditaire direct de l'assassinat. Oui, moi je crois très, je ne parle pas pour l'accabler, mais il l'a d'ailleurs quasiment revendiqué. Absolument. Hein, et puis en fait, ce qui est très injuste, c'est que aussi bien Bourguiba Junior, dans les années qui ont suivi, ont mis en cause le ministre de l'Intérieur de l'époque, Daïb Elri, pardon, oui, qui avait marié Bourguiba et Wassila, ça me revient à cause de ça peut-être. Donc, Bourguiba Junior met en cause Daïb Elri, qui n'est plus là pour se défendre, il est mort, c'est assez commode. Et d'autres encore, notamment Mohamed Saya, mettre en cause toujours le même Daïb Elri qui a disparu, et prétendent que Bourguiba n'y est pour rien, alors que le complot lui-même, l'opération, a été montée par Zaf El Ayoun, un très proche de Bourguiba, qui lui servait quelquefois de garde du corps. On n'imagine pas. Qui est le neveu de Ben Youssef. Oui, et qui, par ailleurs, on imagine bien, ni Zaf El Ayoun, ni Taïeb Meiri prendre une décision comme celle-là, d'aller assassiner un Francfort dans un pays étranger, avec tous les risques que ça pouvait comporter, sans évidemment l'aval de Bourguiba. Ces décisions-là passaient évidemment bien. Donc c'est pour ça que je parle de commanditaire de façon un peu affirmative. Pas parce que j'ai une conviction, mais parce que ça résulte quand même des recoupements historiques qu'on peut faire. Sans vouloir du tout accaparer la parole, mais justement dans l'instance vérité, dignité, dans la justice transitionnelle, il y a un autre sujet très polémique, c'était le traitement de Bourguiba à la famille Bellical. Et on a eu des témoignages, alors évidemment après, qui ont suscité des débats sans fin, puisque toujours il y a ce clivage, les pros et les anti, et les pro-Bourguiba et les anti-Bourguiba, et les pro-bellico et les anti-bellico. Et
jeu de mots, de bellico s'est transformé en parole belliqueuse d'ailleurs sur ce thème. Écoutez, Louis XVI, on lui a coupé la tête. La mine baie, on s'est contenté de l'écarter du pouvoir, on l'a aussi humilié, c'était quand même très, très injuste, je suis d'accord avec vous. Mais le passif, quand même, est très lourd. Il a laissé des dettes épouvantables que j'ai trouvées dans les archives, des dettes contractées auprès d'une banque franco-marocaine, franco-algérienne, mais enfin la France l'Algérie était toujours la France à l'époque, très capricieux, se laissant beaucoup manipuler par les Français, pas très courageux. J'oppose la personnalité de Lamine Bey, qui malheureusement pour la dynastie lucénite a été le dernier représentant, celui dont on a parlé le plus. On peut opposer sa personnalité, sa façon de voir les choses, sa façon de se comporter à celle de Moncef Bey, qui est quand même le Bey du peuple. Voilà, donc la dynastie des Lucénites, à part quelques exceptions, n'a pas été très brillante. Et puis face à ce combat nationaliste qu'ont mené les Destoriens, notamment autour d'Abdelaziz Taïbi, auquel Bourguiba évitait de rendre trop hommage, de payer trop tribut, à part quelques exceptions, la plupart des Lucénites n'ont pas compris historiquement ce que signifiait ce mouvement nationaliste et à quoi il allait conduire, et même quelquefois l'ont entravé avec les Français. Il y a dans les archives du Quai d'Orsay des commentaires extrêmement accablants sur la manière dont notamment Lamine Bey est prêt à se faire manipuler. Il y a des demandes, par exemple, de sa part. Il supplie le résident général de lui faire livrer 5 ou 6 Cadillacs pour lui-même et son entourage. Il est déjà très, très endetté. Le Quai d'Orsay hésite, il en fait livrer 2 et explique au ministère des Finances à Paris qu'on lui en livre 2 parce que c'est une façon de le tenir. Bon, voilà. Donc c'est une anecdote parmi d'autres. Il l'a payé très cher, et en même temps, c'était la fin d'une époque. C'était la fin, inévitablement, d'une époque. On peut dire ça de Louis-Philippe, de Napoléon III, peut-être de Louis XVI, et des moments l'histoire vous dépasse. Et cette histoire était dépassée. Alors, du coup, ma question devient presque caduque parce que vous y avez répondu en grande partie, mais est-ce que quand Bourguiba arrive au pouvoir et donc la Tunisie accède à l'indépendance en 1956, est-ce que dès ce moment-là, Bourguiba, alors qu'il était, en tout cas qu'il se montrait assez proche de Lamine Bey, est-ce que tout était déjà clair dans son esprit sur le fait qu'il allait écarter très vite c'est-à-dire la possibilité d'une monarchie constitutionnelle, est-ce que ça n'a jamais eu de prise dans son esprit? Non, je ne crois pas. J'ai retrouvé une déclaration qu'il a faite dès 1947 à un journaliste du Caire, où il est extrêmement sévère en disant c'est un régime déconsidéré, c'est impossible. Donc je crois que Bourguiba a beaucoup souffert de la période où il n'était que Premier ministre. Par exemple, le décret qu'on peut retrouver aujourd'hui, instituant le code du statut personnel, il commence par nous, Lamine Bey, possesseur du royaume de Tunis, et puis la signature de Bourguiba, c'est pourtant son grand œuvre, figure tout à la fin seulement comme Premier ministre. Ça n'a pas duré longtemps, mais rien que ça lui était évidemment insupportable. Et puis la logique, c'était évidemment la République. Le premier article de la Constitution qui commence à être rédigé en 1956, qui n'aboutira, comme vous le savez, qu'en 1959, laisse en blanc la nature du régime. On ne parle ni du royaume de Tunis, ni de la monarchie, ni de la République. Le régime n'est pas qualifié, mais c'est d'ailleurs un avertissement terrible pour Lamine Bey,
puisque d'abord on lui supprime très vite par décret, ça c'est Bourguiba, la gestion de sa liste civile, il n'a plus prise sur son argent, on annule comment dirais-je, le régime pénal qui était appliqué à sa famille et à lui et qui les exemptait de toute poursuite dans les faits. Pardon? Merci, Chafika. J'ai une juriste qui lève au premier rang toutes les immunités pénales dont sa famille et lui-même bénéficiaient. Et puis, je crois que Habib Bourguiba Junior a eu la bonne formule, c'est-à-dire le régime monarchique est tombé comme une feuille de son arbre, sans bruit et sans conséquence. Ça ne parlait plus à personne. Après ça, Lamine Bey a été emmené dans des conditions un peu humiliantes pour lui, dans un palais délabré de la Manouba, et puis il a fini ses jours, il est mort d'un cancer dans rue Fénelon. Et comme vous le savez, on peut y aller chaque vendredi, j'y ai été. Il est enterré face à la mer au cimetière de la Marsa. Voilà. Lorsque Bourguiba était Premier ministre, Un peu plus fort. lorsque Bourguiba était Premier ministre, avant d'être président et tout ça, il y avait le rôle de Tahir Ben Ammar, qui est un rôle très 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 important. Que Bourguiba, il s'est pas. Pardonnez-moi, je n'ai pas entendu. Le rôle de Tahir Ben Ammar. Ah oui, d'accord, pardon. Oui. Pardon. Vous prononcez comme il faut prononcer. Oui, Tahir Ben Ammar. J'ai compris. Donc c'est un rôle très important qui a su même, donc, en quelque sorte, équilibrer, disons, enfin, cette tendance. Et aussi le rôle de Mendès France, que Bourguiba gardait comme quelque chose de très important pour y être intronisé président premier président de la Tunisie. Ça, ces deux périodes-là étaient pour Bourguiba un côté positif de Mendès France, le côté négatif, c'est de Tahir Ben Ammar comme premier, disons, qui a signé les actes d'indépendance. Oui, Bourguiba, on voulait beaucoup à Tahir Ben Ammar, effectivement. Un journal français, parce que Bourguiba a fait arrêter Tahir Ben Ammar. Oui, c'est ça. Et un journal français, l'Aurore, dit le père de l'indépendance tunisien est en prison. Alors, le père de l'indépendance tunisien, pour Bourguiba, ça n'a pas arrangé le cas de Tahir Ben Ammar, qui était dans un commissariat avec sa femme, quand même. Pardon? C'est quoi maintenant? On a peut-être un futur président en prison. Oui, alors, pour Tahir Ben Ammar, ça a duré 6 mois quand même. Bon. Extrapolons pas. Effectivement, et on lui a fait un mauvais procès. On a accusé sa femme de détenir des bijoux qui appartenaient au fils de Lamine Bey, alors qu'il y avait une loi qui venait d'être votée pour la confiscation des biens de la monarchie. En fait, ces bijoux en question appartenaient avant son mariage à cette princesse. Et en plus, une expertise a montré qu'il n'avait pas une très grande valeur. Mais ces bijoux ont été confiés par cette princesse à l'épouse de Ben Ammar, qui n'avait pas jugé utile d'en avertir son premier ministre de mari et avait remis les bijoux en question à son frère à elle. Et comme cette machination, on ne peut pas en parler d'autrement, n'a pas marché, on a trouvé un délit fiscal à mettre sur le dos de Ben Ammar, qui avait quand même s'il n'avait jamais appartenu au Destour, avait rendu un très très grand service à son pays. Ça faisait partie aussi
radicaux du niveau des Stours, ça faisait partie quand même des nationalistes modérés dont la Tunisie avait besoin pour, il l'a montré, négocier avec la France. Voilà, ça a été très très injuste. Mais le Premier ministre, qui s'appelait, vous allez oublier son prénom, de Lubet, a subi aussi cette vindicte-là, et l'ancien Premier ministre de la Minbet, 2 fois Premier ministre, Slaïdine Bakouche aussi, a été poursuivi et il a payé être condamné à mort, et il est mort de maladie et sans avoir réellement. Voilà. Non, d'ailleurs, à propos de Benama, en 2017. Non, on va vous passer le micro, mais je crois que quelqu'un derrière vous. Non, attendez, non, attendez. C'était juste pour une remarque concernant le Bey. Il me semble aussi que les rapports qu'avait la famille royale avec Ben Youssef, qui était certainement plus proche de Ben Youssef que de Bourguiba, a joué aussi dans l'accélération de la chute du Bey. Je ne sais pas. Non, c'est bien possible. Comme on le disait tout à l'heure, il y a eu plusieurs Ben Youssef, évidemment. Mais c'était souvent, il changeait d'opinion, c'était quelqu'un d'un peu intelligent, mais de très souple, qui se rangeait aux circonstances quelquefois. Oui. Non, c'était juste pour raconter, pas une anecdote, mais c'est un fait. À l'occasion de la fête de l'indépendance en 2017, la Poste tunisienne avait organisé un événement pour la sortie d'un timbre-poste consacré à un hommage à Tahir Ben Ammar. Et une belle cérémonie a eu lieu. D'ailleurs, je crois que c'était au siège de la Poste tunisienne. Et j'avais été, à l'époque, particulièrement, je ne vais pas dire étonné, en tout cas marqué par l'émotion de la famille de Ben Ammar, qui a toujours considéré que l'histoire n'avait pas rendu justice à Tahir Ben Ammar, même plusieurs années, donc 2017, on parle de 60 ans après, et considérait que c'était aussi finalement une forme de reconnaissance, tardive certes, mais reconnaissance quand même de l'État envers une figure qui a été classée comme quasiment une sorte de notaire, plus que comme un homme politique. En fait, on a presque fait passer l'idée que c'était juste le type qui tenait le stylo par hasard le jour J pour signer les accords avec la France, qui n'était évidemment pas le cas. Oui, vous avez tout à fait raison, j'ignorais l'histoire de ce timbre commémoratif. Merci Sophie Courterra d'avoir participé à ce débat, de l'avoir lancé, de m'avoir cette partie de ping-pong qui a été fructueuse pour moi aussi. Merci.